Et on débute avec le sénateur du jour, élu de l'Oise, rattaché au groupe Les Républicains. Bonjour Olivier Paccaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler du coronavirus. Votre département est le plus touché par l'épidémie. 47 cas selon le dernier décompte du ministère de la Santé. Dans quel état d'esprit sont les habitants de votre département ? Écoutez, les habitants du département ne sont pas tombés dans la psychose. J'étais ce week-end dans l'Oise et j'ai participé à diverses manifestations parce que avant que monsieur le préfet prenne un arrêté interdisant les rassemblements collectifs qui a pris effet dimanche, eh bien samedi, j'ai eu l'occasion de parcourir mon département. J'ai vu beaucoup de gens et ils sont comme tous les Français. Ils regardent la télévision, ils écoutent la radio, ils lisent les journaux, ils se posent des questions, mais la plupart, eh bien, on va dire qu'ils ont su raison garder. Ils n'ont pas versé dans cette psychose qui est un des risques de cette problématique. Je veux dire, trop d'infos tue la raison. Et à regarder notamment les chaînes d'infos en continu, on a l'impression qu'on est victime d'une nouvelle grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. Il faut faire effectivement très attention. Il y a des mesures sanitaires qui sont prises, mais il faut savoir vraiment garder son calme. Il y a des mesures particulières, oui. Vous le disiez, qui ont été prises dans votre département, des écoles fermées, interdiction de rassemblement. Est-ce que ces mesures qui sont strictes sont les bonnes mesures? Elles étaient nécessaires? Alors écoutez, les écoles fermées ne concernent que 9 communes. Les communes où il y a le plus de cas et où on est en train de rechercher le patient zéro. Donc 9 communes, l'Oise en compte 676. Ça veut dire que la rentrée scolaire va se dérouler dans les conditions les plus normales quasiment partout. Est-ce que les mesures sont bonnes? Je ne suis pas infectiologue, donc je ne suis pas capable de vous dire. Peut-être qu'elles sont un peu rigoureuses et certains maires notamment, j'ai pu en avoir beaucoup hier soir au téléphone, avaient du mal à comprendre certaines mesures. Je vous donne un exemple. On a interdit les marchés. Bon, par contre, on peut aller dans les grandes surfaces. Alors, il faut que la vie économique continue, mais c'est vrai que dans le petit marché du bourg de 3500 habitants, où vous allez avoir 50 personnes, c'est un manque à gagner pour les commerçants, c'est une perte de vie locale. Et puis, à côté de ça, vous avez la grande surface, vous allez avoir plusieurs centaines de personnes. Donc, il y a un manque de logique dans les mesures qui sont prises? Il y a une cohérence sélective, je dirais, oui. Mais comment vous l'expliquez? Parce que le gouvernement ne sait pas vraiment quoi faire, qu'il agit au cas par cas, qu'il n'y a peut-être pas de coordination. C'est quoi votre explication? Il y a de la coordination parce que le préfet qui fait très bien son travail a réuni les parlementaires, il a réuni les maires concernés en présence du directeur de l'agence régionale de santé. C'est l'ARS qui prend la main pour toutes les mesures importantes, appliqués ensuite par la préfecture. Ils font de leur mieux. Néanmoins, on est face à quelque chose qu'on n'avait pas connu et donc il faut s'adapter. Il y aura peut-être des choses à ajuster. Il faudra tirer toutes les leçons, tous les enseignements de cette expérience désagréable. Vous participiez à ces réunions, notamment samedi. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont bien gérées? Écoutez, oui, je pense que les choses sont bien gérées. D'abord, il y a une volonté de transparence. Et c'est toujours important pour la population et les élus de sentir qu'on n'a pas envie de cacher quelque chose. Après, tout évolue tellement vite que, effectivement, il y a des ajustements qui se font quasiment au jour près. Oui. Il y a des questions qui se posent sur la base militaire de Creil, dans l'Oise. Des militaires sont touchés. Est-ce que pour vous, il y a eu un manque de protection, un manque d'organisation quant au rapatriement des Français de Chine? C'est ce que l'enquête épidémiologique dira. Peut-être, mais le risque zéro est Vous n'avez pas d'infos? Non, à ce sujet. Alors, on n'a pas d'infos parce que la base aérienne est sous régime militaire. Et les militaires, eux, ne communiquent pas. Voilà. Et on nous l'a bien fait sentir d'ailleurs. La Grande Muette reste la Grande Muette. Ça veut dire quoi? Que vous avez demandé des infos et qu'on vous a... En ce qui concerne... Il y a une fin de non-recevoir? Oui, en ce qui concerne la base aérienne, oui. Toujours est-il que le risque zéro n'existe pas. Il faut quand même en être conscient. On est dans une société où on voudrait qu'il n'y ait jamais aucun problème. Le risque zéro n'existe pas. Il y a peut-être eu, effectivement, dans le cadre du rapatriement qui est passé par cette base aérienne, un peu de virus qui est arrivé, oui. Mais dû à quoi? Dû à un manque d'organisation de l'État quant à ce rapatriement?
Je ne sais pas et je veux surtout incriminer personne parce que sincèrement, les services préfectoraux, les services de l'État font vraiment de leur mieux. Un dernier mot, vous parliez des réunions que vous aviez eues samedi. Est-ce que pour vous, les élus, les parlementaires, les maires sont suffisamment associés à toutes les décisions qui se prennent autour de cette épidémie ? Alors nous ne sommes pas décideurs, nous sommes récepteurs d'informations, mais je vais vous donner un exemple quand même. À l'origine, le préfet avait inclus dans la zone, entre guillemets, ce qu'ils appellent le cluster, où les mesures de restriction sont les plus fortes, il n'avait inclus que 8 communes. Il n'avait pas inclus la commune de Lacroix-Saint-Ouen, d'où est originaire un des premiers malades. Et le maire de Lacroix-Saint-Ouen, de son initiative, avait décidé de fermer les écoles. Le préfet a dit je vais appeler monsieur le maire pour lui dire que ce n'est pas la bonne mesure. On lui a dit je pense qu'il est mieux placé que vous pour le savoir. Bon, le préfet a finalement changé d'avis. Et la décision prise par le maire de Lacroix-Saint-Ouen, et non pas par le préfet, a finalement été appliquée par le préfet. Donc, ces réunions et les initiatives de certains élus peuvent aussi avoir du bon. Est-ce que, en un mot, vous comprendriez que si jamais les choses s'aggravent, notamment dans votre département, des mesures plus strictes encore soient prises ? Alors, il faudrait qu'elles s'aggravent vraiment parce que nous vivons actuellement une épidémie de grippe avec beaucoup de malades et tous les médecins généralistes que nous connaissons sont un peu submergés. Ils ont énormément de rendez-vous et on n'en fait pas tout un drame. Alors le coronavirus est plus dangereux qu'une grippe normale. Néanmoins, il ne faut quand même pas verser dans un catastrophisme qui n'a pas lieu d'être. Allez, on va passer à un autre sujet, la réforme des retraites, puisque samedi soir, Édouard Philippe a décidé de déclencher le 49.3, ce qui a provoqué quelques remous. On va voir ça avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Paco. Bonjour. Et Alex, l'utilisation du 49.3 samedi soir a déclenché la colère des députés d'opposition, mais pas seulement, il y a aussi de vives réactions parmi les sénateurs. Et oui, parmi les sénateurs, à commencer par le sénateur La République En Marche, Michel Amiel, qui a décidé de quitter son groupe parlementaire LREM au Sénat. Il claque la porte car il dénonce, je cite, une décision pleine de cynisme et d'incompétence politique. On entendra d'ailleurs Michel Amiel par téléphone dans quelques minutes. Du côté de la droite du Sénat, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a publié très vite un communiqué pour dénoncer ce recours au 49.3 et notamment l'argument utilisé par Édouard Philippe pour justifier cette décision, à savoir l'obstruction de députés d'opposition. Regardez ce que dit Bruno Retailleau, l'obstruction a bon dos, puisque le gouvernement et sa majorité, en refusant d'actionner le temps programmé, se sont rendus complices de l'obstruction. Alors pour préciser, le temps programmé, c'est un dispositif à l'Assemblée nationale qui permet de limiter le temps de parole de chaque groupe parlementaire sur un texte. Et puis à gauche, les sénateurs socialistes, les sénateurs communistes ont également dénoncé ce 49.3. Écoutez ce que disait hier le sénateur socialiste Rachid Temal sur l'antenne de CNews. Ce qui est assez drôle, c'est que quand vous regardez hier ce qui restait, notamment l'article suivant, c'était sur le point de retraite que personne ne sait calculer. C'était aussi sur par exemple, aujourd'hui, regardez, l'annonce sur les agriculteurs repoussés, etc., etc. Donc en fait, ce gouvernement ne veut pas de transparence, ne veut pas de démo démocratique. D'ailleurs, sur le 49.3, je crois que la meilleure réponse, c'est d'écouter Bruno Le Maire, qui, il y a quelques années, sur votre antenne, expliquait que quand il y a un 49.3, c'est la fin de règne. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et Alex, la prochaine étape de ce projet de loi ordinaire, c'est au Sénat qu'elle va se passer. Effectivement, le projet de loi ordinaire doit être débattu à partir du 20 avril au Sénat, mais le président du Sénat, Gérard Larcher, a écrit mercredi une lettre au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander de reporter de 15 jours l'examen du texte au Sénat, 15 jours, c'est-à-dire après la conférence de financement sur le système des retraites entre les partenaires sociaux. En tout cas, le débat va bien avoir lieu au printemps au Sénat sur ce texte et il n'y aura pas d'utilisation du 49.3 car le gouvernement
ne peut pas utiliser cet article de la Constitution au Sénat. Le débat au Sénat va donc aller à son terme. Et puis, quand les sénateurs ont adopté une version de ce projet de loi, députés et sénateurs devront se mettre d'accord sur une version commune du texte dans une réunion qu'on appelle la commission mixte paritaire. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'accord et le projet de loi reviendra pour une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Les députés auront le dernier mot, en tout cas sauf si le gouvernement utilise une nouvelle fois le 49.3 et là, le gouvernement aura le dernier mot. Merci beaucoup, merci Alex. Olivier Paccaud, on a appris ce matin que Gérard Larcher avait donc écrit une lettre au Premier ministre pour lui demander un report de 15 jours du texte après les conclusions de la conférence de financement. Il a eu raison, le président du Sénat ? Oui, parce qu'on ne peut discuter d'un texte aussi important qui va impacter tous les Français un jour ou l'autre, même si c'est à horizon plus ou moins lointain, selon la date de naissance de nos compatriotes. On ne peut étudier un tel texte sans avoir une vision de la réalité financière des mesures et de l'équilibre. Or, c'est vrai qu'on est dans une situation totalement kafkaïenne, ubuesque, du quasiment jamais vu en matière d'un texte qui a des notions financières à la base. On ne sait pas où on va. Donc, très objectivement, on a souvent parlé d'amateurisme pour désigner la gouvernance, le président, le gouvernement, les parlementaires. Là, on a un bon exemple d'un amateurisme. Alors, je sais que le président de la République s'en glorifie, mais on ne gouverne pas un pays comme la France de façon d'amateurs, c'est pas possible. Et là, on en a malheureusement un très bon exemple. Si Édouard Philippe refuse de décaler l'examen du texte de 2 semaines, que doit faire le Sénat ? Est-ce qu'il doit refuser d'examiner ce texte ? Écoutez, il y aura des conférences de présidents et je pense qu'il va y avoir quasiment un arc républicain, hormis la République en marche, même si elle s'effrite, pour exiger quand même un minimum de cohésion. Je vous rappelle que le Conseil d'État lui-même a pointé les nombreuses lacunes du texte présenté par le gouvernement. Je pense qu'il faut que Édouard Philippe soit sage dans sa façon d'avancer. Le 49.3, c'est une arme constitutionnelle que je ne critique pas. Néanmoins, c'est toujours soit un aveu d'échec, soit un aveu de faiblesse. Et quand on a une majorité absolue à l'Assemblée nationale usée du 49.3, c'est là un aveu d'échec total. On va revenir sur l'utilisation de ce 49.3, mais sur le Sénat, est-ce que finalement, c'est pas le Sénat qui est le grand bénéficiaire de ce 49.3, puisque c'est au Sénat que va se dérouler le seul débat de fond sur ce texte finalement ? Très probablement. Très probablement. Et honnêtement, je ne m'en félicite pas particulièrement parce que notre mécanisme institutionnel un peu complexe et complète donne toute sa place au Sénat. Elle va l'avoir encore plus. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas 41 000 amendements au Sénat. Il y en aura beaucoup moins. Le Sénat est toujours plus sage et moins dans la commedia dell'arte que nos amis de l'Assemblée nationale. Donc on va discuter vraiment sur le fond. Et Dieu sait que dans ce projet, il y a énormément de choses à corriger. Et il faudra plus que les 2 semaines qui sont programmées à l'heure actuelle au Sénat ? Oh, probablement. Et moi, je vais vous dire tout de suite, en tant que sénateur rattaché au groupe Les Républicains, le texte tel qu'il est aujourd'hui, je ne le voterai jamais. Allez, on va voir, puisqu'on en parlait, l'utilisation de ce 49.3 a divisé la majorité, et notamment au Sénat. On est en ligne avec le sénateur Michel Amiel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, sénateur des Bouches-du-Rhône. Vous siégiez à La République En Marche, mais ça c'était jusqu'à ce week-end, puisque vous avez décidé de quitter le groupe et le parti après l'utilisation du 49.3 par Édouard Philippe. Pourquoi ce choix ? Je pense que l'utilisation du 49.3 n'était pas du tout opportune, sans parler de la forme samedi soir en pleine épidémie de coronavirus, donc presque en catimini, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur d'autres déclarations de presse. Puis, compte tenu de l'importance de ce texte immédiate et pour les générations à venir, je crois que ce texte méritait un vrai débat. Alors, cela dit, je renvoie quand même un petit peu dos à dos la gauche donneuse de leçons en faisant cette avalanche d'amendements totalement inutiles et stériles qui ont poussé à la faute, mais bel et bien à la faute le Premier ministre en sortant le 49.3. Non, ce texte mérite un vrai débat et effectivement, paradoxalement, c'est au Sénat qu'il risque d'avoir lieu, puisque nos habitudes sont quand même beaucoup plus pacifiées, si j'ose dire, et c'est peut-être l'occasion au Sénat de faire montre de
allez, avec une pointe d'ironie, de son immense sagesse pour combler les trous qu'il y a au niveau de ce texte, les imprécisions et le faire avancer. Alors après, est-ce que le gouvernement acceptera les modifications apportées au niveau du Sénat dans le cadre de la CMP, de la commission mixte paritaire? C'est une toute autre affaire. Michel Amiel, pour qu'on comprenne bien votre décision, c'est uniquement l'utilisation de ce 49.3 qui vous a fait quitter le parti, ou le 49.3 finalement c'est la goutte d'eau et vous aviez d'autres désaccords? Oui, effectivement, le 49.3, c'est la goutte d'eau. Il y avait effectivement un certain nombre de maladresses, une forme de mépris à la fois des parlementaires, mais aussi des gens. Enfin, je veux dire, les parlementaires doivent, et ils ne s'en privent pas, écouter ce qui remonte de leurs administrés. Et effectivement, beaucoup de gens ne comprenaient plus ce qui se passait. Regardez, dans la réforme des retraites, le temps très long de soi-disant concertation pour arriver finalement au blocage que nous connaissons. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Un dernier mot, Michel Amiel, est-ce que François Patriat, président du groupe, vous a appelé? Est-ce que vous avez eu d'autres sénateurs? Est-ce qu'il vous a appelé d'abord, François Patriat? Non, pas du tout. Moi, je vous avoue, j'ai envoyé cette décision sur la boucle. Et puis voilà, François connaissait déjà depuis quelque temps mon mécontentement. Je pense pas que c'était une stupéfaction, pour lui. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres parlementaires qui vont vous suivre? Je ne sais pas que je sache. Je ne sais pas. C'est une décision qui est personnelle. Vous savez, à partir du moment où on se sent mal à l'aise dans un type de fonctionnement, il vaut mieux savoir s'arrêter. Merci beaucoup. Merci Michel Amiel d'avoir été en direct avec nous ce matin. Un mot de réaction, Olivier Paccaud, sur la décision de Michel Amiel, vous la comprenez? Écoutez, moi je vais vous en donner deux mots. Le premier mot, c'est que je suis quand même surpris parce que Michel Amiel, pendant très longtemps, était un de mes collègues les plus fervents supporters de La République En Marche. Je me souviens avoir eu des débats assez houleux avec lui au moment du vote de la CSG, la hausse de la CSG, concernant les retraités. Et Michel, je respecte parfaitement par ailleurs, était un de ceux qui avait dit que les retraités étaient des privilégiés parce qu'il soutenait vraiment mordicus la ligne gouvernementale. Donc le fait qu'il soit parti m'étonne quand même. La deuxième des choses, il a dit quelque chose de très important. Il a parlé du mépris du gouvernement pour le Parlement et pour la population. Je pense sincèrement que dans l'utilisation du 49.3 pour tenter de contrer l'obstruction réelle des insoumis, eh bien, ressort quelque chose qu'on ressent depuis très longtemps et dont le pire exemple a été le psychodrame autour du deuil parental pour la mort d'un enfant. Cet amendement de bon sens d'un député UDI qui s'appelle Guy Bricout avait été repoussé par la majorité pour une raison très simple, c'est que ça ne venait pas d'eux. Et depuis 2 ans et demi, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement, tout ce qui ne vient pas du gouvernement ou de La République En Marche est balayé d'un méprisant revers de main qui est devenu insupportable. Dernier exemple en date, le discours de feu Madame la ministre de la Santé juste après le vote concernant la loi de bioéthique devant le Sénat disant « Vous avez voté, mais l'Assemblée va tout remettre à zéro ». Jamais dans l'histoire de la Ve République, on a vu autant de mépris de la part d'un gouvernement. Je ne sais pas si c'est de l'amateurisme, mais c'est une faute démocratique qu'il va payer un jour ou l'autre. Allez, on va passer à un autre sujet. Il y a 10 ans, la tempête Xynthia frappait la côte atlantique, faisant 47 morts. La Vendée a été particulièrement touchée, 29 morts dans la seule commune de la Faute-sur-Mer. Hier avaient lieu les commémorations officielles en présence de la ministre Elisabeth Borne. Pour en parler, on va retrouver nos partenaires de Ouest France depuis La Roche-sur-Yon. Bonjour Céline Bardy. Vous êtes directrice départementale de Ouest France en Vendée. Comment s'est passé l'hommage aux victimes ce week-end ? Écoutez, c'était un hommage en 2 temps. Samedi d'abord, les familles des victimes ont déposé des fleurs au pied des arbres plantés à l'emplacement des maisons des 29 victimes de la tempête Xynthia. Je rappelle que peu de temps après la catastrophe, en fait, l'État a décidé de la destruction de 674 maisons à la Faute-sur-Mer. Et aujourd'hui, un golf a remplacé ce terrain. Donc samedi, le maire disait d'ailleurs sur place, le paysage a beaucoup changé, mais nous avons gardé la mémoire. Et on a croisé une dame qui avait perdu ses parents dans les inondations qui nous confiait « En arrivant, j'ai eu du mal à resituer l'emplacement de la maison, mais ces arbres ont permis de préserver le lieu ».
Et puis peut-être pour vous donner un peu l'état d'esprit des familles lors de cette commémoration, je peux vous citer aussi le président de l'association des victimes des inondations, Renaud Pinois, qui nous a dit il y a une page des 10 ans à tourner. On s'aperçoit que la vie continue, mais on n'a pas oublié. Alors ça, c'est pour l'hommage samedi, hein, mais vous le disiez, hommage en 2 temps. Il y a eu un autre hommage hier. Hein. Oui, en effet. Donc il y a d'abord eu un moment de recueillement devant la stèle des victimes en présence de toutes les autorités, des élus du département et de la région et de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, vous l'avez dit. Elle a énuméré le nom des 29 victimes de la Faute-sur-Mer. Il n'y a pas eu de discours devant la stèle, mais après, et dans un autre lieu, dans une salle, le maire de la Faute-sur-Mer s'est exprimé, puis la ministre. Alors la ministre, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il y a eu des annonces particulières? Non, pas d'annonce particulière. Elle a dit nous ne pouvons pas nous contenter du recueillement. Il y a eu un après Xynthia, l'État et les communes n'ont cessé d'agir. C'est ce qu'elle a défendu. Et puis elle a ajouté on va chercher les meilleures solutions face au risque de submersion, mais il n'y a pas eu d'annonce concrète et précise particulière. Comment localement a été perçue la venue, la présence hier de la ministre? Bien, elle était vraiment bienvenue. C'est la marque de la République, la marque du respect de l'État envers les victimes et le territoire, a résumé le maire de la Faute-sur-Mer. C'est aussi le sentiment de l'association des victimes. Un dernier mot, Céline, comment vous, à Ouest France, vous marquez ce 10e anniversaire de la tempête Xynthia? Eh bien, en faisant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du journalisme, on a fait un dossier qui est en ligne sur notre site internet et puis bien sûr des pages spéciales dans le journal. Dans le contenu, il fallait évidemment qu'on donne la parole aux victimes, aux familles de ceux qui ne sont plus là, mais pas pour tirer les larmes, ça on y tenait beaucoup, parce que les victimes, toutes celles qui nous ont confié leurs paroles, sont des gens vraiment très dignes, donc il fallait se montrer à la hauteur de cette dignité-là. Et aussi pour dire à nos lecteurs ce qu'il en est aujourd'hui, comment vivent les survivants, les familles, le pompier qui était de garde le soir du drame, comment la Faute-sur-Mer se relève de l'épreuve. Et puis, 10 ans après, la réponse qu'on peut donner à la lumière de toute cette matière journalistique, c'est que rien n'est oublié, mais que la vie a trouvé un chemin différent, mais qui est là, qui existe. Merci beaucoup. Merci Céline. On va voir la une de Ouest France aujourd'hui sur un autre sujet. Trouver un généraliste, le casse-tête des maires. C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Un mot de réaction, Olivier Paccaud, sur ce 10e anniversaire de la tempête Xynthia. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, il faut tout faire pour minimiser les dangers. Et lorsque la colère de la nature se mêle au manque de sagesse de l'homme, on peut avoir des drames. On l'a eu avec la tempête Xynthia, puisqu'il y avait eu des constructions dans des zones qui étaient dangereuses. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres exemples dans notre histoire. Je me souviens de Vaison-la-Romaine, où il y avait eu quasiment autant de morts dans des constructions qui avaient été malheureusement effectuées dans le lit d'une rivière, dans l'ancien lit d'une rivière. Donc, il faut toujours effectivement avoir la sagesse pour ligne de conduite, notamment lorsqu'il s'agit d'implantation humaine, toujours. Allez, on va terminer en regardant votre revue de presse, Olivier Paccaud. C'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et l'actualité du département de l'Oise qui est forcément marquée par la lutte face à l'épidémie de coronavirus. Le département qui vit ses premiers jours sous cloche puisque tous les rassemblements ont été interdits. Des mesures préventives qui sont plus ou moins appréciées par la population et les élus. Et par exemple, le maire de la commune de Montataire a décidé de maintenir son marché. Et ces mesures, on en parle aussi dans Ouest France. Et les écoles subissent également ces mesures préventives face au coronavirus. Dans 9 communes de l'Oise, toutes les écoles ont été fermées et les habitants de ces 9 communes ont été invités à limiter leurs déplacements. Et on termine avec l'Obs. L'Obs qui évoque la campagne des élections municipales dans le département de l'Oise qui est également perturbée par cette épidémie de coronavirus. C'est d'ailleurs le responsable du mouvement La République En Marche dans le département de l'Oise a indiqué qu'il souhaitait suspendre toutes les actions militantes de ses candidats aux municipales, des actions militantes qui forcément entraînent des contacts physiques. Merci beaucoup Alex. Est-ce que ce coronavirus il va avoir un impact sur la campagne des municipales dans votre département, Olivier Paccaud ? Forcément, puisque toutes les réunions publiques sont annulées. Et personnellement, je devais aller soutenir la semaine prochaine un peu partout des candidats. Et donc, j'ai eu une quinzaine d'annulations de réunions publiques.
J'espère que ces réunions en moins n'altéreront pas la sincérité du scrutin, pour reprendre les termes techniques qu'on utilise souvent. Est-ce que la question s'est posée, hein, est-ce qu'il faut reporter les municipales, si ce n'est au plan national, au moins dans ces communes fortement touchées où la campagne ne peut pas se faire? Non. Pour vous, c'est non? Non, d'autant plus que l'on sait qu'il y a des risques épidémiologiques. Donc, on peut mettre en place toutes les mesures pour rendre les opérations de vote sécures. Donc, non, il ne faut surtout pas interrompre la vie démocratique pour des raisons effectivement médicales. Non, surtout pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci Olivier Paccaud d'avoir été avec nous ce matin.